bien, donc c'est une conférence sur la mobilisation et on a décidé de commencer par la parole de la communication. Et du coup, la question pour moi, c'est de débuter cette grande question qui, in fine, est la mobilisation, mais en vous montrant en fait en quoi et pourquoi la communication est un levier majeur de toutes ces questions qui se posent. Alors, on est bien d'accord que dès lors que l'on parle d'environnement en général, on est sur des questions qui sont essentielles, qui peuvent être extrêmement techniques, qui relèvent souvent de questions transversales et interdisciplinaires, comme la climatologie, les géosciences. Enfin, on est sur différentes disciplines qui se croisent. Et en fait, la question déjà, c'est pourquoi est-ce que la communication dans toutes ces questions qui se posent à la société aujourd'hui est essentielle. Ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette courte introduction, c'est parce qu'en fait, dans ce contre-la-montre que l'on joue par rapport à toutes ces questions qui relèvent du développement durable, du changement climatique en général, les changements de comportement à tous les niveaux, qu'il s'agisse du citoyen, qu'il s'agisse des éco-gestes chez soi, mais aussi en tant qu'électeur, en tant que consommateur, passe souvent par la communication et que la communication, dans ces cas-là, est un levier majeur qui peut être un levier de blocage, et on va le voir, un levier qui a coincé certaines choses, mais qui aussi est un levier hyper puissant, en fait, en termes de changement de comportement et pour adopter de nouvelles pratiques. Donc, d'où cette question, d'où aussi le fait que l'on commence par cette intervention. Et donc, je vais focaliser ce rapide état des lieux par une question essentielle qui est essayer de comprendre ce que l'environnement provoque chez nous en tant qu'être humain comme blocage et comme levier et voir en quoi ça peut être nécessaire et vital à l'avancée de cette idée qui nous interpelle tous. Donc l'environnement, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et il me semble que c'est en regardant profondément d'où cela vient et en fait, quelles sont les valeurs, quelles sont les idées que cela comporte. C'est en regardant donc aux racines que l'on comprend aujourd'hui quels sont les blocages et aussi quels sont les leviers en termes de communication. L'environnement a 50 ans d'histoire à peu près, enfin le développement durable a plus de 50 ans d'histoire, mais les racines du développement durable sont beaucoup plus anciennes. En fait, ce sont plusieurs idées qui ont convergé et qui se sont coalisées, qui sont rentrées en cohérence et en résonance les unes avec les autres à partir des années 60. Mais elles contiennent elles-mêmes un certain nombre de pensées, une certaine forme de voir les choses qui, du coup, va conditionner aujourd'hui les comportements que l'on a et surtout la façon dont on écoute l'environnement. Donc, 50 ans d'histoire, c'est à la fois très peu au regard de l'histoire des idées en général, mais c'est aussi très rapide par rapport au changement de comportement. Si on considère le développement durable, en fait, comme un changement de paradigme, et que l'on considère que c'est des idées qui se sont inscrites dans d'un paradigme dominant qui pourrait être qualifié de néolibéralisme ou de capitalisme, on est finalement sur des idées qui vont bousculer un ordre des choses et qui ont eu très peu de temps pour le faire. Et finalement, ce dont on se rend compte dans ce cas-là, c'est qu'on est face à deux visions du monde concurrentes, face à de l'incertitude, face à de l'urgence, face à des crises, et que dans ces cas-là, et donc il y a de nombreux auteurs pour le démontrer, et le principal, je pense, c'est Thomas Kuhn, notre choix, ce qui fait que l'on va obéir à qu'on va accepter certains changements de comportement, que l'on va penser et voir d'une manière différente, en fait, va se baser sur des questions de perception, sur des questions de choix, presque de croyance. On est sur quelque chose qui relève à la fois d'une logique et d'une rationalité, mais aussi des émotions et de l'irrationnel. Et ça va se traduire par la communication. Donc, finalement, ce que l'on observe et ce que je vais essayer de vous montrer là très rapidement, c'est qu'on réagit par rapport aux grandes questions qui se posent aujourd'hui, aussi par rapport à une grille de lecture qui est relativement nouvelle, qui est baignée dans l'incertitude et dans l'urgence, et qui finalement est conditionnée par ce qu'on appelle des socles cognitifs et des représentations sociales qui nous viennent quand même d'assez loin. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de représentation sociale et d'idées, de valeurs qui vont conditionner en fait nos choix par rapport au développement durable? On a déjà
une première racine qui nous vient de tout ce qui relève de la durabilité, de tout ce qui revient de la conception des limites et qui est très ancienne, et qui vient en fait de la gestion des forêts, qui s'est rapidement posée à l'humanité via des réflexions concernant l'impact de l'homme sur les terres agraires, sur sa capacité agricole à nourrir une population qui était de plus en plus grande. On parle de démographie, et qui très vite, dès les années 1909, a parlé de droit de la vie aux générations futures. Et celui qui en a bien parlé, par exemple, c'est Roosevelt en 1909. Donc, on est sur cette capacité de limite. Or, face à cela, on est sur des notions de progrès, on est sur des notions de croissance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Par ailleurs, et à peu près de manière... Dans les années donc, du XVIIIe siècle, XIXe siècle, c'est la suite de Darwin, c'est son élève Hunkel, on arrive sur une nouvelle science qui émerge et qui considère les écosystèmes, l'écologie et l'environnement. Et en fait, ça va aussi contrarier un socle fondamental pour le monde judéo-chrétien, qui est le fait de considérer l'homme au centre de tout. Là, d'un seul coup, avec cette nouvelle pensée, on parle écosystème, on parle lien entre espèces, l'homme n'est qu'une espèce parmi les autres, et très vite, on a cette idée que c'est une espèce invasive et très invasive, voire dévastatrice. Donc, on a quelque chose qui est moralement à l'opposé également de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et puis, alors de manière beaucoup plus tardive, mais qui s'est mélangée à ces deux premières idées qui vivotaient chacune dans son monde, l'idée de croissance et de développement, avec clairement la remise en cause par les pays en voie de développement du modèle de croissance qu'avaient adopté les pays développés. Et ça, c'est une conception et une portée plutôt économique, plutôt sociale, et qui a émergé en fait quand on a commencé à parler de colonisation et de décolonisation, et qui s'est finalement entendu de plus en plus au niveau de l'ONU. Et c'est dans les années 1960, après un certain nombre d'alertes, notamment le livre de Rachel Carlson sur Silent Spring, sur la biodiversité et l'impact des pesticides, etc. C'est finalement dans les années 60 et 70 que ces trois idées qui venaient de trois univers très divergents et qui, vous le voyez, étaient chacun un peu en rupture par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre et à comment on se positionne par rapport aux autres et par rapport à la nature, ces trois idées ont convergé et ont fini par créer ce que l'on va appeler alors éco-développement humain, environnement, puis un jour développement durable en 1980. Et ça s'est fait en fait par à-coups, c'est-à-dire qu'on situe en 1972 la première réunion qui pose à l'ONU, à Stockholm, le premier sommet de la Terre et qui pose ces questions d'environnement, de développement et en même temps d'économique et de social. Et on va avoir en fait une sanctuarisation tous les 10 ans où on voit cette idée qui va évoluer de sommet en sommet. Mais parallèlement à ça et dans l'opinion publique, en fait, on a des chocs dans l'opinion publique. Et donc, on peut dire que finalement, ce qui est aujourd'hui le développement durable, l'environnement de manière plus large, la transition, vous voyez qu'on est encore sur une notion qui n'est pas complètement stabilisée, en fait, est venue aussi par des crises en termes d'opinion publique. On entend parler de toutes ces thématiques lorsqu'on voit la première catastrophe maritime du Torrey Canyon, lorsque finalement les questions de biodiversité sont posées et de chute des espèces en 1968. Vous voyez que ce n'est pas tout jeune comme constat scientifique. On prend aussi conscience que notre Terre a des limites lorsqu'on voit l'homme marcher sur la Lune en 1969. Et puis on entend des problèmes qui sont des problèmes énormes, invisibles, inaudibles, et auxquels il va falloir donner des mots et que l'on va relier à une forme de croissance. Donc, les gaz à effet de serre, les pluies acides, les réchauffements climatiques, etc. Donc, c'est par les crises que l'environnement arrive. Et finalement, quelle est la réponse en termes de communication que l'on va y apporter? On va le traiter comme un problème politico-économico-social en essayant de le mesurer, en essayant de le labelliser, en essayant en fait de le rendre instrumental via les ODD, via ce qu'on va appeler la Corporate Social Responsibility. Et puis, en parallèle, on a réagi aussi par un discours qui soit sublimer la nature, soit au contraire accentuer la faute de l'homme anthropocentré, et vous pouvez le voir notamment dans les 3 affiches que je vous mets là. C'est-à-dire que dans l'espace public, quand on entend parler de développement durable, on l'entend de manière très technique et très macro, ou alors on l'entend de manière très morale.
en voyant la chute des espèces, en voyant le 7e continent, en admettant que l'homme, en fait, a une grosse faute par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que on a face à ça une capacité à agir. Et il y a très très peu de temps, la semaine dernière est sortie une étude qui nous montre qu'en tant qu'individu, en fait, on aurait en gros 30% de marge de manœuvre, mais en fait, 70% de ce qui relève des choses qui pourraient être faites pour lutter contre tout cela relève en fait de la puissance publique ou relève des entreprises. Et par rapport à tout ce contexte-là, il est très difficile de se positionner. Alors que se passe-t-il? On a des biais. Humainement, on a des biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, en fait, c'est privilégier les informations qui confirment les idées préconçues. Et vous voyez que le développement durable dérangeait dans notre nature profonde la façon dont on se place par rapport aux autres. On a aussi des biais de négativité, qui est une distorsion et une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle à partir du moment où on arrive sur des choses qui sont difficiles à comprendre en termes d'échelle, ou simplement visible. Hein. Et puis, on a des biais de complaisance aussi, et sans doute d'autres. Hein. Il y aura Fabien Girandola qui parlera après moi, qui le fera sans doute beaucoup mieux que moi là-dessus. Donc, au final, que se passe-t-il? Le message ne passe pas, en tout cas passe mal. Alors, il est là, il est présent, et je pense que Magali Payen vous en parlera tout à l'heure, mais pas à la vitesse à laquelle on souhaiterait. Et c'est le problème, c'est qu'on est dans une course contre la montre, on est dans un sentiment d'urgence et d'incertitude. Et du coup, ce qui est intéressant en communication, c'est de se pencher sur les blocages. Donc là, je vous ai mis rapidement les 7 familles que j'avais trouvées dans un document qui a été édité par Euromed Management et des enjeux et des hommes, et qui mesure bien. Hein. On a les manichéens, c'est la faute aux autres, c'est aux autres d'agir. Les relativistes, c'est toujours très compliqué, pourquoi agir? Les aquabonistes, à quoi bon? De toutes les manières, c'est trop tard. Bref, on a de multiples freins qui font que les individus, en fait, ont du mal à se projeter et à rentrer dans le changement de comportement. Alors, les pistes que l'on a actuellement en termes de communication, et pour terminer rapidement, juste pour planter les débats, quitte à provoquer un peu, c'est qu'en fait, on a un problème de vue. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on regarde globalement la communication qui s'est faite depuis 50 ans, c'était soit trop grand, soit macro, soit trop petit, invisible, et on avait des problèmes de décodage. On a aussi des problèmes d'écoute. On a des problèmes d'écoute de la parole scientifique, de mise en doute. Alors, je ne parle pas des stratégies d'intérêt et de lobbying qu'il peut y avoir. Je parle d'un individu classique courant et qui essaierait de comprendre ce qui se passe et ce qu'on lui dit d'un point de vue scientifique. On a aussi des problèmes d'écoute parce que c'est un temps long et aussi un temps très court. Et on a du mal à s'ajuster. On a des problèmes d'échelle et des problèmes de bruit aussi. Et ça, je veux dire, les réseaux sociaux sont à la fois un formidable levier, mais c'est aussi une source de bruit par rapport à tout ce qui relève de l'environnement et du développement durable. Et puis, pour terminer, on a un problème d'imaginaire. On a un problème d'imaginaire parce que c'est difficile d'être familier avec ce que l'on dit, de se projeter et de rêver. Et les bonnes nouvelles, c'est que quand même, actuellement, on est en train de voir émerger une forme de communication qui est une forme de communication de petits pas, de chacun sa part, du quotidien, du proche. On a une forme de communication de l'accessible et du faillible aussi qui est en train d'émerger. Et c'est celle qui, actuellement, me semble parmi les plus prometteuses, en tout cas les plus nouvelles. Donc, je m'arrête là parce que je pense que les autres conférenciers vont en parler beaucoup mieux que moi et j'espère que ça vous a ouvert l'appétit.